retour ici à Bordeaux, à la Grande Poste, pour transformer la France ensemble. Vous pouvez nous suivre évidemment sur latribune.fr, vous le savez si vous êtes en distanciel. On a déjà commencé avec Pierre il y a quelques instants à parler de cette transformation, notamment industrielle, notamment des usines. On va continuer, si vous le voulez bien, pour voir si effectivement ça relève ou non du parcours du combattant. Parce que c'est vrai qu'avec le Covid, la France a peut-être pris conscience qu'il fallait qu'elle se dote d'un nouveau tissu industriel capable de l'aider à faire face à des nouvelles crises, à ne plus ou ne pas dépendre de l'extérieur. Et cette souveraineté, elle passe forcément par un plan de réindustrialisation, reconstruire des usines, relocaliser. C'est en tout cas l'ambition qui se dessine. Certes, et vous le savez, des crédits ont été débloqués dans le plan France 2030, 54 milliards d'euros sur 5 ans, mais l'argent, on va le voir ensemble, n'est pas l'alpha et l'oméga pour installer de nouveaux sites industriels et les rendre compétitifs. On va en parler avec nos invités. Alexandre Cieux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'Observatoire de l'immobilier d'entreprise. La question du foncier est quelque chose que vous connaissez bien notamment. À vos côtés, Damien Havard, bonjour. Bonjour. Directeur général de HDF Énergie. Parcours du combattant, je crois que ça vous parle, mais quand il faut de la détermination, elle est au rendez-vous, on va en parler. Et à mes côtés, Manon Vaillant, l'entrepreneur fétiche, a-t-on entendu il y a quelques instants. Bonjour. Directrice générale, bonjour, et cofondatrice de Purnat. Donc, c'est un sujet que vous connaissez aussi, celui du foncier. Damien, je vais commencer par vous, si vous le voulez bien, parce que votre projet industriel, il est né il y a 8 ans. L'entreprise, il y a 10 ans, mais le projet industriel, il y a 8 ans. Et à ce moment-là, quand vous allez taper aux portes et que vous parlez d'industrialiser, on vous dit c'est super, mais on vous donne des contacts en Chine. Ah oui, effectivement, je vous ai raconté ça. Mais ça, c'est au niveau de l'État français, au niveau des conseillers aux plus haut placés, enfin qui sont parmi les conseillers les plus haut placés de l'État. La réaction lorsqu'on a présenté notre projet d'industrialiser des piles à combustible, ça a été de nous dire on peut vous mettre en relation avec BYD pour faire fabriquer en Chine. C'était fabuleux quand même d'entendre cette réaction au plus haut niveau de l'État. Pourquoi je commence par ça? Parce que ça montre effectivement le changement de mentalité. Il y a un avant et un après-Covid. Et c'est très clair quand on vous entend témoigner. Oui, complètement. Aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Alors, le mouvement est mondial. Hein. Le Covid a vraiment fait prendre conscience au monde entier qu'il fallait industrialiser. Dans les personnes qui ont permis de faire prendre conscience, moi, je cite aussi Trump. Voilà, parce que les Américains étaient déjà assez en bagarre au niveau commercial avec le reste du monde. Les Chinois, effectivement, industrialisent chez eux et n'autorisent pas la réciproque. Et puis en Europe, on était plutôt assez gentils. Et Trump, par son discours America First, a aussi contribué à faire prendre conscience qu'on était dans une guerre économique. Donc pour moi, il y a une combinaison des deux. C'est un peu bizarre de citer Trump comme référence pour certains. Mais en tout cas, il y a une vraie prise de conscience qu'on est dans une bataille économique qui est vraiment réelle. Nous, on le constate tous les jours dans les projets industriels. Et la prise de conscience est bénéfique pour tous les projets aujourd'hui, puisqu'il y a vraiment un changement de paradigme. Changement de paradigme au niveau de l'État et un soutien en local, on va en parler dans un instant. Alexandre, la région, alors même si effectivement elle pèse lourd dans le PIB, elle n'a pas forcément une tradition, ou en tout cas elle n'est pas vue à l'extérieur comme une région industrielle à proprement parler, en tout cas pas d'histoire industrielle comme peuvent l'avoir d'autres régions. C'est ce qui faisait peut-être aussi qu'il y avait parfois un manque d'intérêt pour ce type de projet il y a quelques années. Tout d'abord, effectivement, quand on dézoome et qu'on regarde un peu le territoire bordelais, on a l'impression de grands paysages verts avec beaucoup de terrain disponible. Et quand on commence à se dire qu'on veut implanter son entreprise sur l'agglomération, là, c'est malheureusement une mauvaise découverte. Il n'y a pas de foncier. Et on dit souvent qu'il faut retravailler la ville sur la ville ou réhabiliter des friches industrielles, mais des friches industrielles à Bordeaux, il n'y en a pas. Ou alors il y en a très peu. Et c'est la mainmise, évidemment, du secteur privé sur ces fonciers. Donc c'est très compliqué. Et la première étape, c'était de se dire que s'il n'y a pas de friche, où est-ce que je vais pouvoir installer mon industrie? Parce que nous, à l'Observatoire, on regroupe l'intégralité des acteurs de l'immobilier. Et des projets industriels, il y en a, mais on ne sait pas où les mettre.
Et on ne sait pas combien de temps il va falloir pour que le projet puisse aboutir, puisque, vous l'avez bien dit, c'est le parcours du combattant. C'est-à-dire que si je schématise, vous avez une liste avec les projets d'un côté et une liste avec les terrains libres de l'autre, et il n'y a pas de dialogue possible? C'est presque ça. C'est-à-dire qu'on a une liste de projets petits, moyens et XXL, comme c'est le cas de l'Hydrogène de France. Mais il n'y a pas forcément le foncier qui va aller avec. Donc on va devoir se heurter à des conflits environnementaux notamment, mais aussi d'autorisation, parce que parfois il faut obtenir un permis d'aménager ou il faut obtenir un permis de construire. On parle souvent de l'ancien site de Ford ou des anciens sites de Thales, qui ont été les rares fonciers XXL disponibles sur l'agglomération, mais en réalité il y a des problématiques de pollution et des problématiques d'autorisation, et souvent il vous faut 3, 4, 5, 6 ans pour obtenir ces autorisations, plus après le temps évidemment de construire cette usine ou ce bâtiment du futur. Alors j'imagine que ça vous parle, Manon, ce que vient de dire Alexandre, parce que vous êtes dans cette fameuse phase importante d'amorçage du projet industriel avec Purnat, qui est une entreprise très prometteuse. Vous avez mis au point un tissu du futur, un tissu qui peut dépolluer, une fibre qui est très intéressante, qui est pleine de promesses. Quels sont les soutiens que vous rencontrez aujourd'hui, et quels sont les premiers freins que vous avez constatés pour construire ce projet industriel? Alors nous, je dirais que, à l'inverse du témoignage précédent, on tombe un petit peu au bon moment. C'est-à-dire qu'on fait de l'innovation de rupture, donc on est une start-up deep tech industrielle, donc on coche les bonnes cases par rapport au plan d'investissement France 2030 et volonté de réindustrialisation de l'État. Donc effectivement, on bénéficie de cet élan-là, positif. En revanche, ce qui est plus compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas la taille d'une grosse entreprise et d'une grosse industrie. Il y a une première marche à franchir dans l'amorçage industriel. Et c'est là où il y a un petit écueil, c'est-à-dire qu'avant de pouvoir construire une grande usine et de pouvoir bénéficier des plans d'investissement qui sont dans le plan France Relance, il faut d'abord commencer par un outil industriel pilote, par une première ligne industrielle. Et à cet endroit-là, il y a un petit peu un trou dans la raquette, c'est-à-dire que c'est déjà de l'investissement, surtout pour de l'innovation de rupture qui n'a pas encore trouvé son marché, qui a besoin de sécuriser le plan commercial pour pouvoir sécuriser l'investissement. Et à cet endroit-là, en fait, on est dans un trou où malheureusement on ne peut pas prétendre à de l'aide au niveau pour financer l'industrialisation. Donc il y a un double problème, le problème de où on met l'usine et comment on la finance. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que en fait, même si on peut acquérir du foncier avec, par exemple, un appel à projet première usine, nous, on n'en est pas encore là. Donc en fait, il y a d'abord le fait d'installer une première ligne, une usine pilote, et pour pouvoir commercialiser et arriver au stade de la première usine, il faut d'abord produire un peu. Et là, le produire un peu, ça coûte de l'argent, et il n'y a pas, à notre niveau, les aides qui sont prévues pour. Ouais. Trou dans la raquette. Est-ce que ça vous parle, Damien, ce que vit Manon? Parce que vous, votre usine, elle va être livrée en janvier 2024, corrigez-moi si je me trompe, et je crois que vous pourrez produire à partir de 2025 massivement. Alors, il y a déjà des choses qui sont en production, bien sûr, mais vous, à contrario, vous êtes sur un site industriel qui existait déjà. Vous avez parlé de Blanquefort. Pour le coup, c'est là que vous vous êtes installé. Alors, à proximité. D'abord, financièrement, on est rentré en bourse, donc on finance notre projet industriel grâce à ce qu'on a levé en bourse. Donc c'est vrai que ça aide. Ça aide. Historiquement, c'est la région Aquitaine qui nous avait suivis pour lancer le projet industriel. Donc je tiens à le souligner parce que toutes les régions et toutes les villes n'ont pas cet attrait pour l'industrie. Clairement, ils ont été là à un moment qui était clé pour qu'on puisse lancer le programme industriel. C'était au début. Franchir la fameuse première marche. Voilà, il y a eu un moment où on a été aidé et c'était le bon moment. Donc voilà, je tenais à le souligner. Alors on va bénéficier, comme le projet industriel est assez vertueux et on est sur un marché mondial qui est très concurrentiel, on va être aidé
dans les prochains mois. On fait partie d'un programme d'aide. Donc nous, on a pu bénéficier du fait de financer nous-mêmes le début et de pouvoir, pour accélérer sur la partie industrielle, rentrer dans des processus d'aide qui concernent certains gros industriels liés à l'hydrogène. Après, pour moi, le gros paradigme, c'est qu'avant, on finançait la R&D. Voilà, avant le Covid. Et en fait, quand on disait on finance l'économie, on finance l'industrie, c'était la R&D, c'était 5 milliards au CEA. Et après, on déposait des brevets en France et puis on fabriquait en Chine. Voilà, c'était vraiment un peu ça qui était mis en place. On met l'argent ailleurs aujourd'hui. On a compris que ça n'est pas aujourd'hui, seulement le recherche et il y a un développement. vrai intérêt sur le fait d'industrialiser ici. Il y a une vraie... l'Europe l'a compris, la France l'a compris. Donc il y a une volonté effectivement qu'on puisse industrialiser. Le nouveau sujet, c'est en plus de vouloir exporter des produits. On vient de découvrir que la balance commerciale était déficitaire. Et donc l'export rentre, mais depuis peu, dans les sujets effectivement d'intérêt. Donc tant mieux. Voilà, ça va dans le bon sens. Voilà. Donc voilà un peu l'historique. Alors j'ai glissé par rapport au terrain. On a mis 3 ans. Il y a eu une consultation. La métropole avait récupéré les terrains de Ford de 12 hectares gratuitement pour réindustrialiser. Ils ont fait un appel à manifestation d'intérêt qui a duré pendant 3 ans avec des auditions pour vérifier quel projet industriel était vertueux parce qu'ils voulaient un projet industriel assez vert. Il y a une vingtaine de candidats qui se sont quand même épuisés à passer ces auditions pour pouvoir être sélectionnés. Au final, on est le seul à être sélectionné sur 4 hectares. Voilà, on ne sait toujours pas ce qui se passe à côté. On a dû acheter les terrains. C'est-à-dire qu'on passe 3 ans de sélection pour acheter les terrains au prix du marché parce qu'effectivement, il n'y a pas de foncier à Bordeaux et il n'y a pas de réserve industrielle. D'autres régions ont fermé des industries il y a longtemps, ont de la réserve industrielle. Ce n'est pas le cas en Aquitaine. Donc la zéro artificialisation et le fait que la métropole soit, pour l'instant, pas obligatoirement avec un historique industriel, ça peut être un frein dans le développement national de l'industrialisation. Attention. Alors effectivement, vous avez évoqué le zéro artificialisation nette. On va y venir parce que c'est une partie en tout cas de l'enjeu auquel sont confrontées les régions, les métropoles, les entreprises. Le problème, c'est ce manque de foncier disponible. Alexandre Rossieux, il y a des projets comme celui de Damien ou comme celui de Manon, on le voit. Ensuite, il faut, et il y a du soutien au niveau des politiques nationales et régionales. Qu'est-ce qui manque finalement pour qu'on permette l'installation réelle de ces projets industriels? Alors, ce qui manque, c'est peut-être de raccourcir les processus d'autorisation. Parce qu'en fait, la volonté, je crois qu'elle existe. Les portes d'entrée, on les connaît. Elles sont auprès des collectivités, elles sont auprès de la DREAL. Il y a des bureaux d'études, que ce soit sur le volet environnemental, sur le volet technique, sur le volet immobilier, qui accompagnent ces grands projets. Mais c'est le multicouche qui, quelque part, peut tuer un certain nombre de projets et va en plus défavoriser certains territoires, puisqu'aujourd'hui, il y a certains porteurs de projets qui vont hésiter à installer leur usine en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux ou dans d'autres métropoles. Et forcément, il y a aussi cette guerre des territoires. On parlait évidemment de l'intérêt pour l'économie française de pouvoir réindustrialiser, mais il y a quand même une compétition interne, et nous on le constate, très souvent on est mis en compétition avec l'Occitanie ou avec les Pays de la Loire, qui sont des territoires très attractifs aussi, et pour l'instant on arrive à tirer notre avantage, justement parce que notre terroir, on va dire, notre terreau forme beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de cadres et d'ouvriers qui permettent aussi à ces porteurs de projets de se dire je vais trouver une main-d'œuvre, je vais avoir une possibilité de d'étendre et d'accroître mon potentiel en Nouvelle-Aquitaine. Mais le problème, cette première étape, ces portes d'entrée, elles sont compliquées à franchir et donc il manque quelqu'un, une organisation. Un facilitateur. Un facilitateur, exactement, qui pourrait raccourcir ces procédures. Vous êtes d'accord, Manon? Il manque un facilitateur, quelqu'un qui pourrait regrouper toutes ces complexités, tout ce millefeuille administratif, toutes ces normes qui viennent s'empiler, parce que je crois qu'il y a d'autres régions qui vous font les yeux doux, qui aimeraient bien vous voir venir vous installer. Vous avez levé 1,1 million, c'est ça? Je ne me trompe pas. Oui. Pour commercialiser. Et vous allez commencer à livrer début 2024? En tout cas, c'est l'ambition. Oui, tout à fait. Voilà, on a réussi quand même à trouver des locaux pour accueillir la première chaîne de production grâce à l'agglomération Pays Basque, puisqu'il y a quand même une volonté, comme ça a été dit, et des solutions
qui nous sont trouvés, alors qu'ils ne sont pas pérennes, mais bon, qui ont le mérite d'exister. Mais effectivement, ce que je vois là-dedans, c'est qu'on veut de la deep tech, donc effectivement, il faut de la recherche, il faut qu'elle soit financée, donc il ne faut pas arrêter de le faire, et il y a toujours des budgets pour, et c'est très bien. Mais effectivement, après, les innovations de rupture, il faut les sortir du labo, et il y a du transfert industriel à faire, et ce n'est pas les mêmes métiers. Et c'est beaucoup d'enjeux, de complexité, de temps. Et donc, le sujet aussi de la deep tech, c'est beaucoup de temps avant un accès au marché et donc du chiffre d'affaires. Et donc, on n'est pas encore coté en bourse. Et je pense que c'est pas demain. Ça viendra, ça viendra. donc effectivement, voilà, c'est comment on fait pour gérer ce transfert-là, puisque effectivement, on a compris, on se dit, et je partage ce sentiment, que c'est l'innovation de rupture, c'est la deep tech qui va nous permettre d'être compétitifs demain commercialement, mais c'est demain. Et du coup, voilà, il y a un temps de sortir tout ça du labo, de faire du transfert industriel, et c'est des métiers qu'on n'incarne pas forcément. Mon associée fondatrice, elle est docteure en physico-chimie des matériaux. Voilà, c'est génial. Elle a inventé une innovation de rupture qui est incroyable, mais c'est une chercheuse, c'est pas une industrielle. De mon côté, voilà, je l'accompagne aussi. Je suis ingénieure en biotechnologie, mais je suis pas industrielle. Et effectivement, maintenant, on se lance dans l'industrialisation. Et c'est de la chimie des matériaux, il y a des réglementations, de l'ICPE, des problématiques de foncier, de l'administratif. Et effectivement, on a besoin, d'accompagnement aussi pour nous aider à devenir des vrais industriels. Pour devenir alors comment on fait, Damien, pour devenir un vrai industriel quand on a le matériau de départ, le bon matériau de départ, parce que c'était votre cas aussi. Moi, j'ai pas de solution. On est en train de le devenir en plus, donc je vais rester modeste parce que l'usine doit monter en puissance. Voilà, la tendance est bonne. Nous, on allait chercher des clients, par exemple. Le premier métier, pour que l'usine tourne à Bordeaux, on va fabriquer des piles à combustible de forte puissance qui vont partir sur les projets qu'on est en train de développer à travers le monde. Il y a 30 nationalités, donc d'aller chercher du business, d'aller chercher des clients, c'est ça qui fait tourner l'usine, c'est essentiel. J'en profite aussi dans la tendance est très bonne pour industrialiser, il y a une volonté politique, donc même si là on lève certains sujets d'attention, la tendance est quand même très bonne. Par contre, dans les choses qui pourraient évoluer, c'est les achats publics. On est le seul pays du monde qui n'achète pas français. Je veux dire, à un moment, c'est fou. Là, on discutait même en Allemagne, c'est pas loin, pour répondre à des gros appels d'offres. Les gens nous disent, faudra fabriquer une partie de la pile en Allemagne, parce que sinon, vous ne gagnerez pas le gros appel d'offres. Les politiques nous le disent, les administrations nous le disent, et les gestionnaires de réseau avec qui on discute nous le disent. Alors, ils ne nous l'écrivent pas, parce que les règles européennes, mais ils le font. Voilà, on est les seuls à ne pas le faire. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent évoluer positivement. Voilà, si madame veut vendre son produit, ça pourrait être aussi l'État français qui représente plus de 50% du PIB qui pourrait se mettre à acheter français. Oui, ça pourrait être. On a encore du chemin, la tendance est très bonne, mais il y a encore des petites choses qui peuvent être améliorées. Parmi les choses à améliorer, Alexandre, il y a aussi parfois les projets qui mettent du temps. Vous parliez de ce millefeuille administratif. Entre-temps, le projet peut pivoter, ne plus cocher les fameuses cases. Et ça peut nécessiter de repartir dans une nouvelle boucle administrative et freiner, au final, l'industrialisation ou l'installation du projet. Oui, dans ce sens-là, évidemment, mais aussi dans l'autre sens, puisqu'on peut être victime de sa propre croissance. Et donc, anticiper les évolutions dans un sens comme dans l'autre, de l'outil industriel ou tout simplement parce que le métier change ou parce qu'on a des croissances externes qui n'étaient pas prévues, ça peut engendrer d'autres problématiques et on le voit très souvent. Je prends l'exemple du campus de Thalès. Au moment de la livraison, il était déjà trop petit. Donc il a fallu rajouter 5000 m². Donc ils avaient anticipé et donc ils avaient pris le parti d'avoir tout de suite
une nappe de parking extraordinaire sur lequel, en fait, ils avaient des droits à construire. Le ZAN était déjà quelque part réglé parce que ces terrains étaient, on va dire, imperméabilisés, mais c'est pas toujours une solution possible. Et puis tout le monde n'est pas Thalès. Donc comment on fait quand on est une jeune entreprise? Je pense que les exemples sont assez édifiants parce que tout le monde a envie de les accompagner, mais c'est tellement complexe de cocher les cases environnementales, de cocher les cases de la croissance du produit, mais également donc les volets financiers dont on ne parle pas beaucoup. Aujourd'hui, construire une usine, ça coûte très cher. Ça coûte plus cher de le faire en France que de le faire en Asie. Et forcément, il y a une volonté aussi politique et publique d'accompagnement, mais il faut de l'aide. Et donc ces aides, elles sont apportées par la région ou par d'autres organismes. Et sans ces aides, aujourd'hui, on a du mal à réimplanter ces entreprises. Et c'est toute cette galaxie, on va dire, d'intervenants qui rendent les projets complexes. Évidemment, ça les rend aussi très sexy et on a tous envie que ça se réalise. Mais de l'envie à la réalisation, c'est le parcours du combattant et on se sent parfois un peu seul. Enfin, moi, j'ai accompagné pas mal de chefs d'entreprise et j'ai vu aussi des moments de grandes difficultés. Et donc, on a besoin aussi d'avoir un soutien. Et je pense qu'il manque cette porte au niveau local parce que on ne peut pas avoir tous les projets qui finissent sur le bureau du préfet en attente d'autorisation. Et donc, voilà, je pense qu'il y a encore une couche dans le millefeuille pour justement réduire le paquet global. Est-ce qu'une partie du problème ne peut pas être résolue par des usines partagées? Je sais que ça existe, je pense au Mans par exemple. Est-ce que ça n'est pas la solution quand on est en phase d'amorçage industriel? Est-ce que c'est une piste qui vous paraît intéressante à explorer peut-être, Damien? Vous qui avez l'expérience? Non, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Voilà, c'est joli quand vous en parlez, mais alors moi ça me parle pas. Alors ça dépend effectivement des projets qui sont à l'intérieur de l'usine, mais je sais que ça existe notamment en matière d'automobile et de mécanique, sur les motos notamment, du côté du Mans. Je vous ferai passer les éléments parce que j'avais travaillé un petit peu là-dessus. Maintenant, est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait en tout cas vous permettre, vous, d'industrialiser les premières lignes? Oui, très clairement, moi je trouve que c'est une piste intéressante. Je sais qu'il y a d'autres startups industrielles que je suis amenée à croiser qui concrètement ont réalisé ce type de partenariat, on va dire, de collaboration où ils ont installé leur première chaîne industrielle, donc dans cet amorçage au sein de locaux industriels d'autres industriels déjà implantés. Alors voilà, je suis un peu comme ça, un peu dans le flou sur cette question parce que à la fois je trouve que c'est une excellente idée. J'ai quelques exemples que j'ai suivis de très loin de réalisation et en même temps, effectivement, là c'est notre sujet et c'est pas du tout quelque chose qu'on nous a proposé ou voilà, ça n'a pas été un sujet. Alors pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'en Nouvelle-Aquitaine, il n'y a pas les moyens pour, qu'il n'y a pas la culture? Voilà, j'ai pas la réponse. C'est peut-être Alexandre qui a une partie de la réponse, je ne sais pas. Non, j'avoue que j'ai pas forcément la réponse parce que j'y vois aussi beaucoup d'inconvénients. C'est que le processus industriel, il est vraiment lié à un métier et il y a des brevets. C'est difficile de les partager. On pense souvent aussi au coworking des locaux d'activité. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à partager quelque chose en locaux d'activité? Tout simplement parce qu'on est dans du trop spécifique. L'industrie, l'usine, elle répond à des nomenclatures ICPE, donc avec certaines pollutions, certains produits toxiques qui sont employés par les industriels et qui ne vont pas forcément être les mêmes que les petits voisins, les petits copains. Donc même si on a très envie de partager, on peut partager des choses, notamment pourquoi pas des équipements périphériques à l'usine, mais on ne peut pas partager l'outil industriel et le process. Il y a souvent aussi du stock. Enfin, une usine, c'est un flux à gérer. Nous, sur une pile à combustible, on a 10 000 pièces. Donc, en termes d'organisation du stock, des flux, vous voyez, c'est quand même compliqué d'être en parallèle de d'autres personnes pour pouvoir être en sécurité derrière dans la production efficace. Voilà.
Il y a sûrement des choses intéressantes pour lancer des prototypes, une première fabrication à plus petite échelle, mais ça ne sera pas un modèle qui sera utilisable pour monter en puissance au niveau industriel. On est vraiment dans une accélération au niveau mondial. Nous, on le voit, les États-Unis, face à l'Europe, sont à fond sur l'industrie. L'industrie partout dans le monde est quand même subventionnée. Les Chinois le font depuis longtemps. Alors moi, je viens des énergies renouvelables. Ils ont capté 90% du marché. C'est 200 milliards par an d'export pour la Chine. Et nous, on disait, les renouvelables, ça ne marchera pas, c'est intermittent. Donc 200 milliards d'export, c'est quand même pas mal. Donc aujourd'hui, nous, on est dans un secteur de l'hydrogène qui a un fort potentiel, donc qui a effectivement, qui regroupe un intérêt. Mais on voit même sur tous les sujets, on est dans une compétition internationale. Donc attention, il faut toujours regarder, est-ce qu'on va rester efficace ? La concurrence internationale est là. Il y a une vraie volonté de réindustrialiser en Europe et en France. Tant mieux, mais soyons vigilants à bien accompagner les entreprises pour que ça aille vite, ce que vous disiez, et qu'elles puissent accéder à du foncier, pas être embêtées par certaines règles pour pouvoir industrialiser dans des délais qui sont assez courts. La compétition, elle est forte en ce moment. Et la compétition, elle va peut-être tourner en partie à l'avantage des Européens avec des règles qui certes se durcissent, mais qui vont être durcies aussi pour les pays extérieurs, l'Asie notamment. On va rebattre un petit peu les cartes au niveau des prix, et ça, c'est une bonne nouvelle pour les produits qui seront fabriqués ici en France notamment. Oui, bien sûr. Alexandre, si on devait résumer, aujourd'hui, il y a un fort potentiel industriel dans la région, il y a une volonté politique, il y a peut-être encore quelques freins à lever au niveau administratif, au niveau foncier. Oui, c'est un parfait résumé. Je pense que tout le monde a envie de faire et que toutes les parties prenantes sont motivées. Donc on va poursuivre. Il y a de nombreux projets qui vont s'installer. On le sait également qu'un projet sur... Combien de projets vous avez là, comme ça, en tête ? En ce moment, on en a une trentaine. On en a une trentaine sur la Gironde. Pour les autres départements, on ne l'observe pas malheureusement. Et c'est des projets qui vont du plus petit au plus gros. Et sur cette trentaine de projets, on pense qu'il y en a une dizaine qu'on arrivera à installer, et puis une vingtaine qui évoluera. Et soit elle évoluera sur un autre territoire, soit c'est le produit qui évoluera et il y aura d'autres, on va dire, liens interindustriels pour créer autre chose, mais il n'aboutira pas sous la forme que l'on connaît aujourd'hui. Pour vous, Damien, donc 2025, ce sera sur le marché, ça y est, c'est le démarrage d'une nouvelle histoire. Voilà, là, l'usine, la construction, on est sur 7000 m² au niveau du bâtiment, voilà. Le terrain, c'est sur 4 hectares. Il y a une zone de test qui va prendre un peu plus de temps que la construction du bâtiment parce qu'on a dû la revoir pour augmenter d'ailleurs les capacités. Voilà, donc on sera en capacité. Avec de l'emploi à la clé aussi. Oui. Pour l'instant, on est 120 dans l'entreprise et on va monter sur 150-200 personnes d'ici un an. Donc voilà, il y aura effectivement avec la montée de l'usine pas mal de recrutements à venir. Oui. Et ça, c'est qu'une première étape puisqu'on est sur un marché qui démarre. L'hydrogène a vraiment démarré comme marché il y a 5 ans. Donc il y a les premières usines pour produire de l'hydrogène qui vont sortir. Voilà, c'est un marché qui va s'inscrire dans le temps, qui va démarrer progressivement. Marché émergent pour vous aussi, Manon. Et on l'espère, un projet industriel ici très, très bientôt. En tout cas, les premières pièces, ça y est, vont sortir l'année prochaine. Oui, tout à fait. Donc nous, on a validé notre pilote industriel cette année. Et on va pouvoir installer notre première ligne de fabrication mini-série en début d'année prochaine. Et donc l'année 2024 va être une année de montée en échelle industrielle, voilà, pour finir de sécuriser, on va dire, l'outil industriel en même temps que stabiliser la techno et qu'amorcer commercialement ce nouveau marché, en tout cas vécu différemment grâce à cette innovation de rupture. Merci Manon Vaillant, Damien Havard, Alexandre Cieux d'avoir été avec nous pour transformer ensemble cette région Nouvelle-Aquitaine et transformer la France. Merci. Pour relever les défis climatiques du monde d'aujourd'hui, nous devons diversifier nos sources d'énergie. Chez Total Energy, nous continuons à nous transformer et à faire évoluer notre mix énergétique pour répondre à vos besoins.